Qu'en est-il des problématiques indiennes des sociétés caribéennes? Alors, on sait qu'après les abolitions, sont arrivés dans la Caraïbe quelques 540 000 Indiens qui venaient principalement du Bihar, de l'Uttar Pradesh actuel, et puis un peu du sud du pays tamoul notamment. Et bien entendu, cet apport humain, ce nouvel apport humain, a considérablement enrichi les cultures de la Caraïbe, car cet apport humain était aussi, et peut-être même d'abord, un apport culturel. Et puis, pendant un certain temps, variable selon les lieux, il y a eu une coupure d'avec l'Inde. Alors, c'est très variable. La coupure a duré très peu de temps dans des pays comme le Guyana, comme Suriname. Davantage de temps comme à la Guadeloupe et à la Martinique. Là, la coupure a duré près de 70 ans. En tout cas, au moins 50 ans. Et tout ça a été bouleversé par la réactivation, depuis une trentaine d'années, des liens physiques avec l'Inde. Et ça a été l'occasion de réenrichissement des indianités locales via les va-et-vient d'Antillais, de Caribéens en Inde, qui revenaient et qui reviennent de plus en plus de leur voyage avec un supplément d'indianité, si l'on peut dire. Et bien entendu, tout ça a été beaucoup encouragé par les derniers gouvernements de l'Inde qui ont, pour des raisons notamment économiques, de plus en plus intégré dans le débat indien, dans le débat indo-indien, intégré les diasporas indiennes et principalement la diaspora américaine, la diaspora indienne aux États-Unis. Les Indo-Américains, comme on dit. Les Indo-États-Uniens, pour être plus précis. Mais également les Indo-Canadiens, enfin tous ces gens qui pèsent beaucoup économiquement et qui permettent notamment contribuer à activer l'actuel développement économique de l'Inde qui est faramineux. Alors, et bien entendu, d'autres diasporas moins nantis économiquement bénéficient de cet intérêt pour la diaspora américaine qu'a désormais le gouvernement indien et donc se relient d'une manière ou d'une autre à ce mouvement général et on voit de plus en plus les ambassadeurs de l'Inde dans la Caraïbe et ça bien entendu, cet intérêt, ce nouvel intérêt depuis Nehru que les gouvernements successifs de l'Inde, les gouvernements actuels de l'Inde portent aux diasporas, ça contribue donc à faire vivre un peu plus, un peu mieux les indianités locales. Quel regard avez-vous sur ces problématiques caribéennes placées dans un contexte international? Eh bien, c'est d'abord l'activation de liens qui avaient très peu existé par le passé entre descendants indiens de la Caraïbe. Aujourd'hui, et de plus en plus, des Indiens de Martinique ou de Guadeloupe vont à Trinidad, vont au Guyana, sont en liaison avec les Tamouls de Paris, la communauté de Tamouls de Paris. Donc il y a à l'intérieur même de la diaspora indienne, voire des diasporas indiennes, une sorte d'activation de liens qui n'existaient pas par le passé, ou qui existaient très peu par le passé. Donc l'internationalisation, elle est interne à la diaspora, qui maintenant se lie. Récemment, un de mes amis martiniquais de descendance indienne me parlait de sa découverte des Indiens de Maurice, après la Réunion. Donc il y a seulement 30 ans, ça aurait été inimaginable. Et maintenant, vous avez de plus en plus de liens qui s'opèrent entre diasporas. Bien. Alors, et ces liens-là se densifient également parce que l'Inde devient au plan international un pays qui compte. L'Inde misérable, l'Inde moyenâgeuse, c'est passé ça. Et l'Inde est en train de retrouver son rang économique de puissance. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, l'Inde était le deuxième pays le plus riche du monde, qui pesait 19% du PIB mondial, alors que la Chine, premier pays, en pesait 24%. Et puis bien sûr, il y a eu le 19e siècle, le siècle de la révolution industrielle, où l'Inde a été laminée par les puissances coloniales européennes qui avaient fait la révolution industrielle. Et maintenant, après ce déclin
de l'Inde qui a commencé au 19e avec la colonisation, on assiste à un renouveau de l'Inde dont bénéficie incontestablement la diaspora. Ne serait-ce qu'en termes d'auto-valorisation. Hein, on se valorise beaucoup mieux quand on dit provenir d'un pays économiquement florissant que d'un pays misérable. Quand l'Inde était misérable, eh bien, un certain nombre de descendants d'Indiens de la Caraïbe avaient parfois quelques réticences à se dire indiens. Aujourd'hui que c'est Shining India, que c'est l'Inde qui brille économiquement et culturellement, parce que les deux sont liés, eh bien, il est de plus en plus de bon ton de revendiquer ces racines indiennes, là où par le passé on avait parfois tendance à les oublier. L'indianité demain aux Antilles, quelle perspective? On assiste sur le plan de l'indianité, à un mouvement contradictoire. Un épuisement, un affaiblissement croissant de la mémoire indienne, de la mémoire culturelle indienne, parce que les premières générations sont arrivées il y a maintenant 5 ou 6, voire 7 générations, à compter de la fin de la première moitié du 19e siècle, donc ça commence à faire du temps. Il y a eu donc plusieurs générations qui se sont succédées depuis, et la mémoire devient défaillante. La mémoire de ce qu'a été l'expérience indienne dans les îles et les pays de la Caraïbe devient défaillante. Mais il y a parallèlement une réactivation de la donnée culturelle indienne via ces nouveaux contacts avec l'Inde qui, de plus en plus, nourrissent les indianités locales. Donc on a là une contradiction, affaiblissement de la mémoire du fait des générations qui passent, et puis réactivation de la donnée culturelle indienne via l'intensification de relations, de rapports avec l'Inde.